présenter et de donner quelques éléments de contexte. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Manon Haselmann pour nous parler d'un thème absolument passionnant et un peu polémique sur peut-on fabriquer ou fabriquer un artiste contemporain? Donc, est-ce que c'est possible? Donc, Manon, vous allez nous expliquer tout ça. Ce webinaire ouvre la deuxième année du programme de l'Executive Master de gestion de patrimoine artistique privé de Dauphine. Alors, quelques éléments un peu de contexte pour vous parler de cette formation. Donc, c'est une formation de l'Université Paris-Dauphine PSL. En quelques mots, parce que je suis allée trop vite, il faut retourner en arrière. En quelques mots, donc c'est un diplôme de l'Université Paris-Dauphine. Paris-Dauphine, donc c'est un grand établissement qui fait partie maintenant qu'on appelle Paris-Dauphine PSL, parce qu'il fait partie, donc l'université fait partie d'un regroupement d'universités qui nous permet d'être très bien classés dans les classements internationaux. Je crois qu'on est 38e ou 36e cette année dans le classement de Shanghai. Et ce programme, cet Executive Master en gestion de patrimoine artistique privé fait partie des Executive Masters de la formation continue de l'Université Paris-Dauphine. Paris-Dauphine, effectivement, organise un certain nombre de formations à destination d'adultes qui sont déjà dans la vie professionnelle, et ça leur permet donc d'exercer autrement leur profession et souvent de faire une inflexion de carrière, ce qui est souvent très utile. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons ouvert l'année dernière, on a une année de recul, cet Executive Master en gestion de patrimoine artistique privé, avec la complicité de Christie's. Christie's, on a beaucoup de chance de travailler en partenariat avec cette grande maison de vente, parce qu'ils nous ont d'une part présenté leurs experts les plus pointus sur tous les sujets qui nous intéressaient. Ils nous ont conseillé évidemment sur le programme et sur la manière dont il fallait qu'il s'articule. Ils nous ont accueillis, donc on a 3 semaines chez eux, et ils organisent Christie's Education la semaine à Londres. Donc c'est un mariage gagnant-gagnant. À Dauphine, nous avons de grands économistes et des juristes. Christie's nous ouvre des portes sur le monde de l'art que nous n'avions pas jusque-là à Dauphine. Donc 5 sessions, le marché de l'art, un marché à part, l'écosystème du marché de l'art, les contraintes juridiques propres au patrimoine artistique privé. La semaine 4 parle de l'art finance et wealth management avec la complicité de la Société Générale qui nous accueille dans ses locaux à ce moment-là. Et nous partons à Londres pour la dernière semaine. Alors avec peut-être des inversions de semaines de calendrier sur le site web, mais nous avons une semaine en Angleterre, à Londres, donc à Dauphine Londres, mais avec la complicité donc de Christie's Education de Londres. Donc c'est un programme très riche. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons demandé à Manon Haselmann d'intervenir. L'an dernier, nous avons demandé à Manon Haselmann de superviser le travail des étudiants qui consistait à promouvoir et à exposer de jeunes artistes qui résidaient chez Push Manifesto. Et Manon, vous avez eu l'extrême gentillesse d'accepter cette mission avec Mathieu Templon, et vous avez guidé donc nos étudiants tout au long du cursus pour qu'ils organisent une exposition. Cette exposition a été un vrai succès, donc elle a eu lieu en septembre, fin septembre. Donc c'est au regard de votre parcours, maintenant que nous vous avions confié cette tâche, donc pour vous donner plus d'indications, donc Manon a fait donc un master de recherche en histoire de l'art à Paris 1, il y a déjà quelques années, Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Et maintenant, vous êtes partie à Washington, D.C. en stage d'études comme assistante curatrice auprès de la Phillips Collection. Et vous avez travaillé là-bas sur une exposition autour des personnages du Déjeuner des canotiers de Renoir. Donc, forte de cette expérience, et donc vous avez voulu vous tourner vers le monde de l'art contemporain et vous êtes allé chez Tadeusz Ropac, une des très grandes galeries de la scène internationale, où vous avez commencé votre chemin comme régisseur d'œuvres d'art. Et c'est à la suite de ça que vous vous lancez dans la production d'expositions d'œuvres d'art et vous êtes stimulé par la proximité que cela vous confère avec les artistes et leurs ateliers, les artistes contemporains. Quelques années après, vous saisissez une opportunité pour aller travailler. Je suis en faveur de toutes les entités à l'écoute et prêtes à aider. Vous êtes vous rejoignez Perrotin et vous êtes là-bas agent d'artiste de liaison, artiste liaison et vendeuse. Et vous travaillez en collaboration avec un groupe d'artistes très en vue, puisque vous travaillez avec Maurizio Cattelan, Johan Créten, Xavier Veillant, Bernard Fries, entre autres. Cette expérience vous permet d'allier vos passions pour la manufacture des œuvres d'art et la réflexion intellectuelle autour des artistes, du travail qu'ils font. Après 3 ans, vous quittez Perrotin pour voler de vos propres ailes et vous défendez les artistes émergents de la scène parisienne auprès des galeries et des collectionneurs. C'est là que vous organisez des expositions, notamment celle de Hugo Schilde, qui a été très remarquée, et vous collaborez aussi avec des artistes chez la galerie nomade Super Zoom. Depuis juillet dernier, vous êtes recruté par la très prometteuse start-up anglo-néerlandaise Avant Arte. Vous êtes aujourd'hui productrice créative, ce qui vous permet de développer avec les artistes de plus en plus en vogue de leur génération des œuvres d'art en édition accessible avec un large public et de collectionneurs. Donc, je vous laisse, forte de cette expérience, la parole, Manon. Et donc, peut-on créer un artiste? Merci Amélie pour cette présentation. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui je vais essayer de jeter un peu les grandes lignes de la façon dont un artiste arrive dans le marché de l'art et comment il peut y grandir et quelles sont les connexions et les interdépendances de l'artiste avec les milieux des galeries et le milieu du marché de l'art de façon plus large. J'ai choisi volontairement un titre un peu polémique, Fabriquer un artiste contemporain, et je préfère vous dire tout de suite que mon point de vue principal est de démonter cette idée. Donc, il faut savoir qu'une galerie d'art contemporain, ce n'est pas seulement un lieu d'exposition. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo d'après encore après, s'il vous plaît. Super, non, juste avant. Normalement, voilà, super. Merci beaucoup. Donc, une galerie d'art contemporain, ce n'est pas seulement un lieu d'exposition, c'est une vraie entreprise composée de plusieurs corps de métier qui sont indispensables au bon fonctionnement du marché et à l'ascension des artistes. Il y a énormément de fantasmes qui entourent le marché de l'art contemporain. Il y a l'opacité du fonctionnement de la galerie et le côté élitiste de la galerie d'art contemporain nourrissent sans doute les fantasmes qu'on a autour de ce marché. Je sais très bien, et je le vois à travers les conversations que je peux avoir avec des gens qui ne viennent pas de ce milieu, lorsqu'on parle de marché de l'art, on entend systématiquement les mots défiscalisation, dérégulation, spéculation, voire parfois même fraude fiscale ou abus de biens sociaux, et j'en passe et des meilleurs. Donc, moi, ce que j'essaierais de démontrer ici, c'est que ce marché est beaucoup plus sain qu'il en a l'air et qu'il fonctionne en fait à peu près comme tous les marchés qui existent, avec des prérogatives et avec une partie de fantasme qui est plutôt due à l'opacité autour de son fonctionnement qu'à la réalité de son fonctionnement. Donc,
les galeries, en fait, sont le premier rempart de défense et d'émergence des artistes sur le marché. Et les collectionneurs ne sont pas tous des milliardaires vénaux à la recherche d'un investissement juteux. Pour la plupart, ce sont même plutôt des passionnés d'art qui assemblent des corpus d'œuvres avec énormément de réflexion et beaucoup d'amour pour les artistes et pour leurs pièces. Donc, dans l'imaginaire collectif, sans doute qu'une œuvre d'art ne peut pas être soumise aux mêmes valeurs mercantiles que d'autres objets qui se trouvent sur le marché. Pour moi, on est beaucoup moins choqué de la spéculation marchande autour d'objets comme des montres ou des voitures de luxe qu'on peut l'être autour des œuvres d'art. Pourtant, et ce sont des paramètres assez peu connus du grand public, mais depuis les corporations d'artistes dans les Flandres au XVIe siècle, l'artiste s'enrichit grâce à son travail et le collectionneur, qu'on appelait autrefois un mécène, revend ses acquisitions à profit. Donc l'art a toujours été un marché lucratif, toujours, en tout temps. Au XXe siècle, bien sûr, comme dans tous les autres marchés, on voit une explosion des valeurs des pièces qui sont inscrites sur ce marché. La raison, c'est la mondialisation, bien évidemment, et surtout le coût. Pardon, vous pouvez passer à la slide d'après, j'ai oublié de vous le demander. Merci. Non, avant, juste avant, pardon. Avant. Voilà, juste pardon, je n'avais pas vu que vous étiez passé à ce moment-là. C'est le plan de ma première partie. Donc, pardon, je disais que la mondialisation a été responsable d'une explosion des valeurs sur le marché qui est due au goût qui s'est globalisé pour une toute petite poignée d'artistes qui étaient absolument célébrissimes. Là, on parle des années 70. En fait, la mondialisation qui crée une communication globale et un goût global pour une poignée d'artistes qui deviennent du coup des références sur le marché et qui sont extrêmement demandés. Le meilleur exemple de cette explosion, c'est l'artiste Andy Warhol. Là, vous pouvez mettre le slide d'après, qui est soutenu par le méga marchand d'art contemporain Léo Castelli, qui est représenté ici sur le tableau. Léo Castelli, qui est un peu l'inventeur du marché de l'art contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui a surtout formé Larry Gagosian, qui est aujourd'hui à la tête de la plus grande galerie d'art contemporain de la planète. Donc, pour essayer de définir un peu comment une galerie peut pousser un artiste sur le marché et potentiellement fabriquer sa réputation, quoique moi, je pense personnellement que ce ne soit pas possible, il faut d'abord tenter de définir quels sont les différents types de galeries. Donc là, je parle aussi à un public qui ne connaît pas forcément le milieu du marché d'art et j'essaie vraiment de jeter des bases de ces interdépendances pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, il y aura des questions d'ailleurs, donc si je ne n'ai pas été assez claire sur certains points, on pourra y revenir. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, quels sont les différents types de galeries et quel genre d'artistes défendent-elles? Donc, les plus grosses galeries de la planète se comptent sur les doigts d'une main. Littéralement, il y en a 5 et vous les avez sous les yeux. On les appelle les méga-galeries ou les mastodontes. Elles dépassent le milliard en chiffre d'affaires et il s'agit de Gagosian, Pace, White Cube, David Werner et Hauser & Wirth. Toutes d'origine anglo-saxonne, elles se partagent les plus grands artistes de leur génération. Chacune de ces galeries possède plusieurs localisations géographiques dans le monde. Quand je dis plusieurs, ça peut aller jusqu'à une douzaine de lieux différents dans le monde. Les villes qui les accueillent sont les épicentres du marché, et donc ces villes principalement sont New York, Londres et Hong Kong. Paris arrive un tout petit peu plus loin, mais reste une des capitales les plus actives du marché de l'art. Et grâce au Brexit notamment, on voit de nombreuses galeries anglo-saxonnes migrer vers Paris pour avoir une ouverture sur l'Europe. Donc Paris est en train de redevenir une place forte du marché de l'art contemporain. Elle avait un peu perdu en vitesse ces dernières années, elle est en train de retrouver sa vitesse. Donc ça, ce sont pour les méga-galeries. Ces méga-galeries qui dépassent donc le milliard, on parle de milliards d'euros de chiffre annuel. Ensuite, il y a les galeries intermédiaires qui elles-mêmes se scindent en plusieurs groupes. Donc, les galeries intermédiaires, en tête de file, on a le galeriste français Emmanuel Perrotin, qui est le roi des galeries intermédiaires, qui est suivi de très près par des galeristes comme Tadeusz Ropak, Almin Resch, Marianne Goodman, ou la galerie Continua. Je cite que quelques exemples. Peut-être que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas très grave. Et la grande différence entre ces galeries et les mastodontes, c'est plutôt le chiffre d'affaires que la sélection des artistes. À savoir que une galerie comme Emmanuel Perrotin va faire à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'un Gagosian va en faire 1 milliard. L'énorme différence est due au fait que le cheptel d'artistes qui constitue ces galeries, et chez Gagosian, sur 50 artistes, on va avoir 50 mégastars. Chez Perrotin, sur 50 artistes, on va avoir 3 mégastars et
des artistes un peu plus émergents ou un peu plus installés dans une carrière moins grandiloquente, on va dire. Et c'est ce qui fait la différence de chiffre d'affaires entre les méga-galeries et les intermédiaires de très haute stature. Par ailleurs, les galeries intermédiaires de haut niveau sont situées dans les mêmes zones géographiques que les méga-galeries, donc toujours autour de Paris, New York, Londres et Hong Kong. Ensuite, on a les galeries intermédiaires plus petites qui, elles, ont plutôt une reconnaissance locale. Qui ont une reconnaissance plus locale, qui sont moins internationales, qui peuvent avoir jusqu'à de 1 à 3 espaces dans le monde. Elles peuvent aussi avoir des artistes de très, très grande réputation. Elles ont souvent des programmations de très haute qualité et une pérennité économique qui est très bonne. On compte parmi ces galeries notamment la galerie Templon, l'allemand Koenig, Massimo De Carlo, Sorry We're Close, Nathalie Obadia. Je pense que Kamel Menour peut être dans cette catégorie aussi. À vérifier s'il n'est pas dans la catégorie au-dessus, mais je pense qu'il est dans cette catégorie-là. Et ces galeries intermédiaires font, je pense, la différence sur la qualité de leur scène émergente. C'est-à-dire que pour moi, c'est des galeries qui vont aller plus prendre le risque de prendre des plus jeunes artistes pour les accompagner vers des sommets et qui ont moins d'artistes très connus, mais qui ont une scène émergente qui est vraiment intéressante. Donc, pour les jeunes artistes, ces galeries-là sont les plus intéressantes. C'est elles qui vont prendre les risques de présenter ces artistes, de les exposer et de les mettre en valeur sur le marché. Enfin, donc le dernier groupe de galeries, qui est un galerie qui est complètement hors système, qui ne fait pas partie du marché de l'art, on les appelle les galeries satellites. Elles sont composées d'artistes qui sont, pour moi, qui sont pas pour moi d'ailleurs, qui sont complètement hors marché, c'est-à-dire qui n'ont pas de réputation officielle sur le marché, qui n'ont pas d'exposition dans les musées, mais qui ont un public très fidèle de collectionneurs et parfois même un public assez large d'amateurs. On peut citer des artistes comme Richard Orlinski ou Robert Combas parmi eux. Ces galeries satellites sont généralement situées dans les stations balnéaires type Côte d'Azur ou Suisse, stations de ski, etc. Et ces galeries, elles voient généralement comme clients des étrangers qui ont des résidences secondaires dans ces stations balnéaires et qui généralement meublent leur résidence secondaire en se fournissant sur place. Donc, il y a un peu un accès de facilité et de proximité avec ces galeries-là. Donc, ce n'est pas des galeries qui vont nous intéresser, nous, dans le sujet qu'on est en train de développer ici, parce qu'elles sont vraiment complètement en dehors du marché officiel. Elles ne font pas les grandes foires d'art contemporain, elles ne sont pas dans les revues spécialisées, elles ne représentent pas des artistes qui font partie du marché. Sauf pour certaines, notamment la Opéra Galerie, qui est le meilleur exemple de ces galeries satellites. Et si vous allez sur le site internet de l'Opéra Galerie, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des artistes comme Pierre Soulages, Jeff Koons, Damien Hirst, voilà, des gens extrêmement connus et vous allez dire, ça contredit ce que vous racontez. Il faut savoir que ces galeries-là ne représentent pas ces artistes-là. Elles n'ont pas de représentation, elles n'ont pas de contrat avec ces artistes-là. Elles vendent des pièces qu'on appelle de second marché. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que ça veut dire et quelle est la différence entre une galerie d'art contemporain de premier marché et de second marché. Donc, maintenant que j'ai défini un peu les différents types de galeries, j'aimerais vous expliquer comment les artistes s'inscrivent dans ce système et comment ils sont eux-mêmes formés et catégorisés. J'aimerais avant tout qu'on se débarrasse d'un préjugé comment l'artiste est très, très, très rarement un autodidacte. Il faut oublier la mythologie du mec qui crève la dalle, pardon de dire ça comme ça, et qui travaille dans son garage le dimanche après-midi et qui peinturlure 2-3 trucs et qui est découvert par le fruit du plus grand hasard par un marchand un matin qu'il se promenait sur les bords de la Seine. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des prérequis fondamentaux pour qu'un artiste existe sur le marché. Et généralement, je dirais presque 9/10 des cas, si ces prérequis ne sont pas respectés, à un moment donné, ça va coincer pour l'artiste dans son ascension. Ça ne lui permettra pas de monter là où il doit monter. Donc, le premier prérequis, c'est l'éducation. Donc, un artiste contemporain sort presque systématiquement d'une grande école d'art. Je dis presque parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions. Notamment, je peux vous donner une petite anecdote. Un artiste qui s'appelle Henri Darger, qui était, il me semble, instituteur aux États-Unis dans les années 70 et qui, lui, pour le coup, peignait vraiment, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là, seul dans son garage, des petites
des petites scénettes monstrueuses avec des enfants dans des positions assez sordides. D'ailleurs, c'était drôle pour un instituteur, il y avait quelque chose à analyser. Mais bref, donc toute sa vie, il a peint ces petites miniatures sur du papier. Et puis un jour, il est mort. Effectivement, il est mort. Et on est venu fouiller son garage pour des questions de succession. On a découvert l'œuvre de sa vie. Et il est aujourd'hui exposé dans les plus grands musées de la planète comme un des artistes du mouvement de l'art brut les plus significatifs. Mais c'est extrêmement rare, extrêmement, extrêmement rare. Donc, je reviens à ce que je disais, les artistes sortent généralement d'écoles d'art. Le moment d'ailleurs, un des moments où ils peuvent être reconnus par un galeriste, c'est au moment des portes ouvertes de ces écoles. Par exemple, les Beaux-Arts de Paris, tous les ans, il y a des portes ouvertes dans lesquelles les ateliers présentent les œuvres des artistes, les œuvres de fin d'année des artistes. Ce qui est aussi important, c'est les résidences que va faire l'artiste à la sortie de l'école. Les résidences, il y en a partout dans le monde pour toutes les techniques de travail possibles. Vous pouvez faire une résidence de céramique au Portugal, vous pouvez faire une résidence de dessin en Italie, vous pouvez faire, voilà. Il y en a partout dans le monde et elles sont très importantes parce qu'elles permettent à l'artiste d'aller s'exercer à des pratiques différentes dans des pays différents. C'est absolument fondamental et ça, c'est souvent sanctionné par une exposition. Donc, un public international peut avoir accès à des œuvres de très jeunes artistes en allant visiter les artistes en résidence. La plus connue d'entre elles, c'est d'ailleurs la résidence de la Villa Médicis à Rome, qui est sanctionnée par le prix de Rome qui existe depuis le 19e siècle. C'est d'ailleurs au 19e siècle que la pratique de l'école et des résidences s'institutionnalise, parce qu'autrefois, les artistes étaient formés but en blanc dans les ateliers des grands maîtres de leur temps. Rembrandt, par exemple, comptait une centaine d'apprentis, comme Michel-Ange, Rubens et bien d'autres noms illustres. Et ces apprentis étaient notamment les assistants qui les aidaient à peindre et à terminer les pièces. Donc aujourd'hui encore, l'apprentissage dans l'atelier est une pratique courante. Les jeunes artistes assistent leurs maîtres dans leur pratique et c'est souvent les premiers jobs qui leur permettent d'infiltrer le milieu, d'apprendre les rouages du marché et de gagner leur vie. Donc pour résumer, on a 3 prérequis à l'existence d'un artiste sur le marché. Le premier, avoir fait une grande école d'art. Le second, participer à des résidences dans le monde entier. Le troisième, potentiellement, qui est un petit peu, à mon sens, moins obligatoire, se former et travailler dans l'atelier d'un grand artiste. Donc, au même titre que les galeries, les artistes peuvent se scinder en plusieurs catégories. Donc, la première catégorie se compose de ce qu'on appelle les artistes émergents. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des artistes qui font leur rentrée sur le marché. Mais cela présuppose qu'ils ont déjà passé une étape de sélection, puisque lorsqu'ils font leur rentrée sur le marché, ça veut dire qu'ils peuvent déjà vivre de leur travail. Donc, la majorité des artistes qui sortent d'école n'arrivent pas au statut d'émergent. Je n'ai pas des statistiques exactes, mais je ne vois pas comment plus d'1 sur 10 puisse franchir ce cap. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Généralement, ils se retournent vers des filières de graphisme, d'histoire de l'art, où ils reviennent à des formations d'artisanat, tout simplement. Ils peuvent aussi se tourner vers l'enseignement. Ça arrive souvent de devenir professeur d'art plastique à tous les niveaux possibles. Donc, les émergents sont des artistes qui vivent déjà de leur travail. Ils se regroupent généralement en collectif, ils partagent des ateliers et ils luttent pour être découverts par une grande galerie. Certains sont déjà représentés par une petite galerie ou par une moyenne galerie, donc dans le groupe de ce qu'on appelle les galeries intermédiaires. Donc, c'est là qu'ils font d'ailleurs leurs premières expositions, c'est là qu'ils font un socle de collectionneurs attentifs qui vont les suivre généralement sur le long terme, parce qu'un collectionneur qui va investir dans un artiste émergent va avoir l'ambition que cet artiste-là va évoluer et que, entre guillemets, il a fait un bon investissement. Ça ne veut pas forcément dire pour revendre la pièce, mais il a parié sur quelqu'un qui va grandir et donc ça veut dire qu'il a, entre guillemets, bon goût. Voilà. Donc, les prix des artistes émergents se situent déjà dans des fourchettes qui sont entre 1 000 et 20 000 euros. Donc, on parle déjà de grosses sommes d'argent. Voilà, ce n'est pas assez. Les prix d'entrée dans le marché de l'art sont assez élevés, sont des prix élevés, contrairement à d'autres marchés. Et d'ailleurs, ces prix dépendent encore d'autres facteurs, notamment la technique de travail, puisque la sculpture et la peinture vont se vendre relativement plus cher que la photographie ou la vidéo, par exemple. Donc, les artistes qui réussissent à pérenniser leur relation avec une bonne galerie intermédiaire, c'est-à-dire que lorsqu'on est un artiste émergent, on va peut-être faire une exposition avec un galeriste, une exposition avec un autre. Lorsqu'on arrive au stade supérieur, qui est celui de pérenniser la relation avec un galeriste et avec une galerie par le biais de ventes qui sont réalisées pendant les expositions et les foires, est-ce que vous pouvez mettre la slide suivante ? Je crois que j'ai quelques exemples d'artistes émergents. Enfin, c'est juste pour illustrer. Hein. Voilà, merci.
Lorsqu'on réussit donc à pérenniser sa relation avec une bonne galerie intermédiaire, on peut rejoindre la catégorie de ce qu'on appelle, enfin, les étoiles montantes, c'est vraiment pour la traduction, parce qu'on appelle ça vraiment une rising star, quoi. C'est l'artiste qui va passer au cran supérieur, qui va pouvoir avoir peut-être accès à un public plus international, etc. Donc, encore une fois, à ce moment-là, il y a un tri drastique qui se fait. C'est un monde extrêmement compétitif qui comporte de plus en plus d'artistes et qui souhaitent à peu près tous la même chose, soit atteindre une méga galerie, soit avoir une grande carrière institutionnelle. Donc, je ne sais pas combien il y a exactement d'artistes qui sortent diplômés des écoles d'art chaque année, mais je pense qu'on frôle la centaine de milliers. Sur cette centaine de milliers, il y en a peut-être un ou deux qui marqueront l'histoire de l'art et une dizaine qui vivront de leur travail. Je ne sais pas, c'est encore une fois une statistique, c'est quelque chose qui sort un peu de ma tête, mais c'est vraiment pour vous montrer que là, c'est extrêmement petit, le chiffre est extrêmement petit. Donc, les rising stars, donc c'est cette deuxième catégorie qui pour moi se caractérise par plusieurs éléments, et le premier et le plus important, c'est qu'il y a une surdemande des collectionneurs par rapport à la production de l'artiste. Donc, cela veut dire qu'il y a une liste d'attente pour acquérir une pièce. Cela fait souvent suite à ce qu'on appelle un sold out, c'est-à-dire une exposition qui est vendue intégralement, souvent dans les premiers jours après le vernissage, voire parfois en prévente avant le vernissage. Donc, à ce moment-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les prix de l'artiste restent relativement stables ou augmentent très légèrement. Le but est, à ce moment-là, en tout cas quand on travaille avec un bon galeriste, d'asseoir la réputation de l'artiste et de crédibiliser son marché. Donc, il n'est pas question de faire flamber les prix sous prétexte que la demande est énorme. Au contraire, ce serait dramatique. Donc, la stabilisation de cette ascension, lorsque la montée se calme, peut se sanctionner par deux possibilités. La première, et c'est généralement ce qui se passe, l'artiste trouve un rythme de croisière, des prix adaptés à sa pratique et une bonne relation avec un galeriste. Il continue ainsi une route assez sûre, mais avec une évolution incertaine. Incertaine, puisqu'on ne sait jamais d'une série à l'autre comment le travail de l'artiste va être accueilli par un public, etc. Ces facteurs-là sont absolument incontrôlables. La deuxième possibilité, c'est que l'ascension continue jusqu'au Graal absolu, le Graal artistique. C'est l'intérêt d'une grande institution pour le travail de l'artiste. C'est, à mon sens, ce qui peut tout changer. À partir du moment où le Guggenheim de New York, la Tate moderne ou le Centre Georges Pompidou propose une exposition ou une acquisition à un artiste, généralement, il va rentrer dans le monde des happy few, des gens qui vont pouvoir marquer l'histoire de l'art. Donc, si je vous parle de David Hockney, Peter Doig, Marlène Dumas, Cindy Sherman, Daniel Buren, Damien Hirst, Christian Boltanski, Jeff Koons, Annette Messager, Sophie Calle, je sais que certains de ces noms, même s'ils ne résonnent pas tous, certains de ces noms résonnent chez vous. Ce sont des artistes institutionnels. Ce sont des artistes qui font non seulement partie des méga-galeries et des hautes galeries intermédiaires, mais qui en plus ont une réputation dans les musées qui n'est plus à faire. Ce sont des gens, ce sont des artistes pour qui on fait la queue devant les musées. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire et quelle est la grosse différence avec les autres artistes? C'est que non seulement ils sont extrêmement connus dans le petit milieu du marché de l'art, mais ils ont réussi à créer une porosité et à être connus du grand public. Et c'est ça qui fait toute la différence, puisque finalement, ce qui est important pour un artiste, c'est la reconnaissance de son public. Et lorsqu'on atteint ce niveau-là de célébrité, de notoriété et d'assise intellectuelle, on devient un artiste institutionnel. C'est à ces artistes contemporains qui sont vivants, qui existent, qui sont vendus aujourd'hui dans des galeries d'art contemporain. Alors malheureusement, il y a une photo de notre cher Christian Boltanski au milieu qui vient de nous quitter. C'était une grande tristesse pour le monde de l'art, donc pas tous vivants malheureusement, mais de leur vivant, ils ont connu la gloire absolue. De leur vivant, ils savent qu'ils vont marquer l'histoire de l'art. De leur vivant, ils se vendent à des prix qui peuvent être gigantesques. Et ils sont surtout connus du grand public. On fait la queue au musée pour aller voir leur travail. Donc ça, c'est le Graal absolu et c'est réservé à une toute petite élite d'artistes. Donc, maintenant que j'ai défini un peu les différents types d'artistes et comment ils s'inscrivaient dans les galeries que j'ai définies plus tôt, j'aimerais pouvoir vous expliquer un peu quel est le lien, quelles sont les interdépendances entre les galeries et les artistes. Donc, comment le galeriste peut-il accompagner l'artiste dans cette ascension qui est, comme je viens de l'illustrer, extrêmement complexe, très sélective et fondée sur des facteurs qui sont complètement indéterminables. Alors, avant toute chose, le galeriste est garant de la cote de l'artiste. Cette cote, elle repose sur plusieurs facteurs. La réputation de l'artiste dans ce qu'on appelle le premier marché et son succès dans le second marché. Alors, qu'est-ce que c'est?
Le premier marché, c'est lorsqu'une œuvre est exposée à la sortie de l'atelier, ce qui sous-entend qu'elle n'a jamais appartenu à un collectionneur avant. Il s'agit d'une première acquisition de l'œuvre. Ça ne veut pas dire que la pièce a été créée l'année dernière, parce qu'il y a des pièces, par exemple, de Hans Hartung ou de Georges Mathieu, qui sont des pièces de premier marché, qui sortent directement de l'atelier, qui n'ont jamais été acquises avant. Ce sont des techniques qu'on appelle de rétention des pièces sur le marché pour permettre de réguler la cote de l'artiste, même après sa mort. Donc, ensuite, on a le second marché, qui est majoritairement dominé par les maisons de vente, comme Christie's, Sotheby's ou Phillips. Et ce second marché se charge de vendre des pièces déjà acquises par un ou plusieurs collectionneurs. Donc, pour résumer, un collectionneur qui achète une œuvre d'art dans une galerie d'art contemporain achète généralement une œuvre qu'on appelle de premier marché. Il peut décider un jour de revendre cette pièce, qui appartiendra donc au second marché de l'artiste. Un galeriste qui fait bien son travail se doit de protéger l'artiste et de bien connaître son marché pour adapter ses prix en fonction de ces deux facteurs. Et cela aussi pour éviter des pratiques spéculatives et dangereuses sur le long terme. Donc l'équilibre est très complexe et la responsabilité du galeriste est très grande là-dedans. Je vous donne un petit exemple. On prend le cas d'un artiste émergent qui fait un sold-out. Donc vous vous souvenez, un sold-out, c'est-à-dire une exposition vendue dans son intégralité dans les premiers jours après le vernissage. Donc il fait un sold-out lors d'une exposition. Le collectionneur pourrait être tenté, étant donné la demande autour du travail de l'artiste, de revendre rapidement la pièce qu'il vient d'acheter en faisant du profit. On appelle cette pratique le flipping. Elle est très, très mal vue dans le milieu et elle peut être sanctionnée d'interdiction d'acheter dans une galerie. Pourquoi ? Le marché répond à la très simple mécanique de l'offre et de la demande. Si un artiste est très demandé et que sa production n'excède pas la demande, le galeriste doit soigneusement sélectionner les collectionneurs qui vont acquérir une pièce pour éviter que le second marché, donc la revente des pièces ensuite, que le second marché soit inondé d'œuvres 6 mois plus tard et fasse donc s'effondrer la cote de l'artiste en bradant les prix à cause d'une offre trop forte. Donc, on doit absolument, en tant que galeriste, faire attention à réguler le marché de son artiste. C'est très important. Donc, c'est sans doute de là, et en tout cas, moi je le pense, que vient la réputation un peu élitiste et un peu opaque de la galerie d'art contemporain. Non, je le dis, tout le monde ne peut pas se pointer dans une galerie et acheter une œuvre d'art d'un artiste très demandé. C'est extrêmement compliqué. Généralement, la relation se construit de la manière suivante. Un jeune collectionneur qui veut avoir accès à des œuvres d'art très demandées dans une galerie va créer une relation avec son vendeur au sein de la galerie, acheter d'abord des pièces d'artistes qui sont peut-être un peu moins demandées, constituer un corpus d'œuvres au sein de la galerie pour, au fur et à mesure des années, avoir accès à des œuvres de plus en plus difficiles à obtenir. Donc des œuvres qu'on a des rising stars généralement, c'est celles-là qui sont très difficiles à obtenir. Donc, voilà. Tout ça pour dire que les acheteurs d'œuvres d'art sont sélectionnés de façon presque aussi difficile que les artistes eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qui crée un petit peu ce marché très fermé et tous les fantasmes qui vont autour, puisque très peu, les happy few sont très, très peu nombreux et très peu ont accès à ces œuvres-là et à ces corpus-là. Donc, malheureusement, le galeriste ne contrôle jamais tous les paramètres parce que lorsqu'on mise sur une scène émergente, comme ça peut être le cas des galeries intermédiaires de plus petite taille, miser sur une scène émergente, c'est prendre le risque de l'échec car l'intuition et le goût restent des facteurs prédominants dans la sélection d'artistes pour une galerie. Il m'est arrivé de voir, même chez Perrotin, des expos faire des flops commerciaux total, un bid total, aucune pièce vendue. Même chez Perrotin, ça existe. Et de voir des artistes s'effondrer, des artistes qui sont entrés à la galerie, qui au bout de 4 ans n'existent plus. Vraiment, n'existent plus, après avoir vécu de très bonnes expositions. Il n'y a aucune recette miracle, il n'y a quasiment aucune manière de prévoir l'ascension ou l'échec d'un artiste. Je me souviens d'ailleurs d'une conversation que j'avais eue avec Emmanuel Perrotin au sujet d'un artiste qui s'appelle Daniel Arsham, qui pour le coup, lui, est vraiment la success story la plus marquante de la rising star qui décolle. Un artiste qui en 4 ans est devenu presque un institutionnel, est devenu un institutionnel. Et Emmanuel Perrotin me demandait pour moi quelle serait la prochaine étape, qui serait le prochain artiste qui aurait la notoriété de Daniel Arsham. Et tous les deux, Emmanuel comme moi, étions incapables de répondre à cette question. C'est trop compliqué, ça repose sur des facteurs qui sont trop difficiles à assembler.
Notamment parce que la carrière de l'artiste on ne peut pas prévoir ce que va faire l'artiste. C'est-à-dire qu'il va faire une série qui va très bien fonctionner, et puis la série d'après peut-être fonctionnera moins bien, et ça c'est juste une question de relation avec son public, et par ailleurs de sensations, et aussi de mode, puisque comme tous les marchés, le marché de l'art est soumis à la mode. Donc, pour continuer sur cette question d'interdépendance et de fabrication de l'artiste, je pense que la galerie est incapable de pouvoir prévoir sur un très long terme quel sera le trajet ou le parcours d'un artiste, à moins vraiment d'avoir des clés extrêmement claires, mais je ne vois pas quelles sont ces clés. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est que lorsqu'un artiste émergent arrive au sein de la galerie, une stratégie très bien ficelée de marketing et de vente peut permettre à l'artiste de suivre sa voie du mieux possible. Et ça, c'est extraordinaire. Un galeriste accompagne assez bien un artiste pour pouvoir le façonner au mieux de ce que lui peut donner, là, on a un combo gagnant. Mais ce n'est jamais garanti. Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, on a un nouvel acteur qui est venu quand même bousculer les codes du marché, c'est la foire d'art contemporain. Et pour qu'un artiste ait accès à une foire, il doit être représenté par une galerie. Un artiste ne peut pas se présenter seul à une foire d'art contemporain. Il faut savoir que Art Basel, par exemple, qui est la plus grosse foire du monde, qui a lieu, comme son nom l'indique, à Bâle en juin, représente jusqu'à 35% du chiffre d'affaires d'une grosse galerie intermédiaire. Donc 35% du chiffre d'affaires d'un Perrotin, chiffre d'affaires annuel. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros de bénéfices pour une semaine de foire. Vous vous rendez compte de l'importance que peuvent avoir ces foires-là. Elles donnent par ailleurs énormément de visibilité aux artistes en permettant à des groupes de collectionneurs internationaux d'être tous réunis sous la même tente, le même jour, au même endroit. Donc, elles ont une importance phénoménale et elles consolident l'interdépendance qu'il peut y avoir entre les artistes et les galeries. Parce que, évidemment, la galerie a besoin d'un bon artiste pour bien vendre et l'artiste a besoin d'une bonne galerie pour être exposé au bon endroit dans les bonnes foires d'art contemporain. Par ailleurs, on parle de marché depuis tout à l'heure, mais un bon galeriste est aussi garant de la réputation intellectuelle de son artiste. Ça veut dire qu'il doit faire en sorte qu'il ait bonne presse, il doit faire en sorte que les expositions qu'il présente soient cohérentes, intelligentes, intelligibles et en relation directe avec le travail de l'artiste. Donc, le galeriste a vraiment un rôle fondamental dans l'accompagnement de l'artiste. Par ailleurs, c'est un rôle un petit peu ingrat parce que même, même les artistes peuvent reprocher aux galeristes l'échec de leur carrière. C'est-à-dire que même les artistes portent en eux ce préjugé selon lequel un galeriste peut faire ou défaire un artiste. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et les artistes peuvent reprocher à un galeriste de ne pas avoir réussi à atteindre un certain niveau de leur carrière ou à avoir certains prix ou certains collectionneurs. Et je trouve que c'est un peu injuste parce que ça repose vraiment sur les préjugés que le galeriste est capable d'influencer l'opinion de collectionneurs ou des institutions. Je pense qu'il y a effectivement toute une partie de ce travail qui repose sur la séduction de ces personnages, de ces collectionneurs, de ces institutionnels, mais en aucun cas, je crois que ces collectionneurs et ces institutionnels ne peuvent se faire avoir par un galeriste. Je ne pense pas que ce soit possible. J'espère que vous me suivez. Vous pourrez me poser des questions là-dessus après, mais j'essaie de vous faire comprendre à quel point, pour moi, il est compliqué qu'un galeriste se moque, entre guillemets, du monde en inventant un artiste sur le marché, en le mettant là et en attendant que tout le monde vienne se servir. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, pour résumer, le facteur le plus complexe à saisir, comme dans tout le marché, c'est la mode, c'est le transitoire. Si un galeriste ne saisit pas à temps une tendance qui pousse un collectionneur à acheter un type d'œuvre plus qu'un autre, il peut mal accompagner un artiste ou passer à côté d'un talent. Par ailleurs, les modes passent, et si l'artiste n'arrive pas à se renouveler, le grand nom d'un galeriste ne suffira pas à prolonger la réputation de l'artiste sur le marché. Ça ne peut pas suffire. On ne rentre pas chez Perrotin comme on rentre chez Dior, on n'achète pas un t-shirt d'une marque, ça ne marche pas comme ça. Le galeriste va pouvoir s'appuyer sur la réputation de l'artiste va pouvoir s'appuyer sur la réputation du galeriste, mais sans que l'un et l'autre ne fournissent un vrai travail de fond d'un côté de stratégie et de l'autre de travail artistique, il n'y aura pas de résultat, c'est tout. Donc voilà, la conclusion, c'est que les prérequis fondamentaux à l'émergence d'un artiste, c'est le travail, la formation initiale, la bonne relation avec un galeriste, et qu'en revanche, il y a des facteurs qui sont complètement, qui sont absolument
pas régulables, qui ne sont absolument pas quantifiables, des facteurs de chance, des facteurs de milieu, des facteurs de mode, qui font qu'un artiste ne peut en aucun cas, je pense, être construit sur le marché et qu'une bonne relation entre un galeriste et un artiste, c'est avant tout une bonne stratégie, une relation de confiance et d'amour du galeriste pour le travail de son artiste. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Manon pour cette belle présentation. Donc, ce que je propose, c'est que ceux qui veulent poser des questions lèvent la main et puis que, comme ça sera organisé et voilà. Alors, peut-être bonjour à tous, bonjour Manon. Comme je suis arrivé un petit peu en retard, mais que je suis un peu lié à l'université Paris-Dauphine, je prends le pari de poser rapidement une première question pour lancer le mouvement. Dans beaucoup d'aspects de l'économie, on parle de la digitalisation d'un certain nombre de modèles d'affaires. La digitalisation du marché de l'art est arrivée un peu en fanfare. C'est un peu sous-jacent, mais c'est vrai que le Covid a donné un coup de fouet assez impressionnant à cela. En quoi est-ce que ça modifie ou ne modifie pas ou infléchit le modèle d'affaires des galeries? Est-ce que finalement le modèle d'affaires reste de base? Qu'est-ce qui change? Parce que finalement, on voit quand même une augmentation de la part des gens qui achètent maintenant à distance, sans vraiment voir l'œuvre et peut-être sans voir non plus beaucoup plus le galériste. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, je pense que par rapport à ce que je viens de dire, ça ne change pas grand-chose sur la relation entre l'artiste et le galeriste, ça ne change pas énormément. En revanche, sur la manière de collectionner et parfois même sur le lien plutôt du collectionneur avec l'artiste, on va pouvoir avoir de grandes différences de traitement. Notamment, moi, je travaille en ce moment pour Avant Art, qui est donc une start-up digitale, qui est une maison d'édition d'œuvres d'art en ligne, en gros. C'est 100% digitalisé et le rapport avec les artistes est relativement le même que celui d'une galerie, mais en revanche, la façon dont on va aller alpaguer ou draguer le collectionneur est très différente. Donc, je dirais que c'est plus sur le contexte vente que sur le contexte représentation d'artistes qu'on a une différence lorsqu'on passe au digital, si ça répond à votre question. Alors, oui. Allez-y, Amélie, il y a Patricia aussi qui a le... On a une question de Patricia Lévy, justement. Oui. Patricia, alors peut-être que votre... Alors, Patricia, je ne sais pas si voilà. Vous voulez sinon écrire votre question sur le chat. Non, parce qu'on ne vous entend pas, Patricia, sinon. Ah, peut-être un problème technique. Alors, sinon, peut-être d'autres personnes. Alors, pendant que les gens et que Patricia règle son petit problème technique, donc je reviens sur ma question, Manon. Donc, je vois effectivement le rapport entre l'artiste et le galeriste, mais sur l'autre versant de la montagne, c'est-à-dire le rapport entre le galeriste et les collectionneurs et les acheteurs. Est-ce que c'est uniquement un changement de marketing, c'est-à-dire je développe un site internet bien fichu où je mets de jolis scans de mes œuvres, ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Est-ce que ça modifie certains éléments? Ah non, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors au début, c'était peut-être un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire on met des œuvres d'art en ligne un peu sans trop maîtriser les outils informatiques qu'on a à notre disposition et donc sans trop comprendre quelle est l'attente aussi de quelqu'un qui va acheter en ligne par rapport à quelqu'un qui va acheter directement dans une galerie. La grande différence maintenant, c'est que non seulement on doit changer totalement de stratégie lorsqu'on s'adresse à ce genre de public, mais en plus de ça, l'artiste lui-même va aller plus loin puisqu'on va créer des œuvres qui sont spécialement faites pour le monde digital. On appelle ça des NFT. C'est la grande mode en ce moment. Donc, c'est des œuvres qui sont distribuées, via la blockchain, en fait. C'est payé avec des crypto-monnaies. Donc, le Covid a poussé la digitalisation de l'art à son paroxysme en créant carrément des œuvres d'art complètement digitales. Donc, ils ne vont pas sortir d'un ordinateur. On va acheter un GIF avec un certificat d'authenticité digitale qui sera accessible par QR code à seulement un collectionneur et qui ne sera pas une œuvre d'art exposée dans un salon, mais contenue dans un ordinateur.
Voilà, donc il y a quand même, ça va beaucoup, la réflexion autour de l'œuvre d'art digitale via les plateformes de vente d'œuvres d'art en ligne est vraiment poussée à son paroxysme. Alors, j'essaie de redonner la parole à Patricia Lévy. Alors, je vois que son micro est coupé. Est-ce que vous arrivez, Patricia, à le débloquer, votre micro? Peut-être que la main, c'est Oui, je crois que oui, ça y est. bravo. Formidable. Bonjour, Patricia. Merci, Louise. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. D'abord, bravo, parce que c'est une prouesse d'arriver à exposer autant de sujets en si peu de temps de manière claire. Merci. Ensuite, est-ce que vous avez constaté l'émergence d'un biais sur le second marché, c'est-à-dire que avec la constitution de fondations privées qui font que des collections de riches collectionneurs deviennent des œuvres de fondation, et que le business model de ces fondations, c'est de créer des expos itinérantes où ils se prêtent les œuvres. Du coup, on voit des artistes qui, a priori, n'auraient pas été exposés dans des musées, mais qui sont exposés dans des fondations privées, de l'un à l'autre, et ça maintient presque, je ne peux pas dire artificiellement, mais ça crée un maintien de la cote de ces artistes parce que l'ensemble de ces collectionneurs privés y ont un intérêt. Oui, oui, mais vous avez tout à fait raison. De toute façon, il y a, entre guillemets, des réseaux d'influence dans ces marchés-là. Et quand vous parlez de fondations privées, je pense que vous faites référence aux plus connus, Pinault, Arnaud, etc. Exactement. Et voilà, et on voit que, on sait notamment que François Pinault, pour accompagner la cote un petit peu vieillissante de son artiste fétiche qui est Damien Hirst, a notamment produit une exposition à plusieurs dizaines de millions d'euros au Palazzo Grassi il y a quelques années. Donc oui, ce sont des pratiques qui existent. Je ne suis pas sûre qu'elles maintiennent artificiellement ces artistes sur le marché, puisqu'en fait, ces fondations privées sont aussi elles qui font le marché. Donc, en fait, je veux dire, il n'y a pas pour moi un monopole des grandes institutions publiques par rapport aux fondations privées. C'est plutôt comment elles interagissent entre elles pour développer des réseaux différents d'artistes. Moi, je le verrais comme ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Si ça peut répondre à la question. Merci, vous avez raison, il vaut mieux le remettre dans ce cadre-là. En fait, il y a un nouvel acteur dans le marché qui crée une influence Exactement. Je vais même vous contredire un peu. Pour moi, c'est pas le nouvel acteur, ce serait plutôt l'institution publique, parce que ces fondations privées, finalement, elles découlent directement des grands mécènes d'il y a 5 siècles, 6 siècles. Les Médicis étaient beaucoup plus proches d'un Pinault et d'un Arnaud que d'un Centre Pompidou. Donc, je pense qu'en fait, les nouveaux acteurs sont plutôt ces grandes institutions publiques qui achètent des œuvres d'art depuis finalement un siècle et demi, depuis la fin du 19e siècle. Donc voilà, les fondations privées qui peut-être avant étaient moins ouvertes au public et qui peut-être ne présentaient moins les corpus de leur collection au grand public, ou alors qu'ils les présentaient par le biais de ces institutions publiques, c'est-à-dire la collection Schukin qui pouvait être exposée au Guggenheim, ou même d'ailleurs la collection Guggenheim qui pouvait être exposée ailleurs. Aujourd'hui, ces fondations-là, elles ont aussi le pouvoir de présenter elles-mêmes leur propre corpus de collection à un public en direct, sans avoir à passer par une grande institution publique. Mais je pense que finalement, le plus ancien des deux, ce serait plutôt la fondation privée que le grand musée institutionnel. D'accord. Et pour illustrer ce que vous avez dit sur la relation entre un galeriste et son artiste et le temps de l'accompagnement, oui. Il y a un article cette semaine de 4 pages dans Point de vue qui illustre l'accompagnement de Gian, le patron d'Opéra Galerie, avec une de ses artistes d'Amérique du Sud depuis une dizaine d'années. Voilà. Ok, très intéressant. Je le lirai avec plaisir. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes. Là, on a bien tenu le timing jusqu'à maintenant. Manon a été d'une ponctualité ferroviaire. Ah oui, j'ai respecté les règles. Hein. Ah oui, merci. C'était très fluide, c'était très sympa, c'était excellent. Ouais, super. Peut-être. Bon, de toute façon, je pense qu'on va continuer cette conversation tout le temps de la formation future à tous ceux qui sont intéressés, parce que c'est vraiment, on est au cœur du sujet. Donc, comme Manon, vous continuez avec nous, on en est très contents.
Je pense qu'on va avoir cette conversation tout au long de l'année. Alors, attendez, je reçois une question sur le chat que je me permets de lire. Quels sont les acteurs ou réseaux, en plus des institutions publiques ou des fondations privées, qui influencent le marché de l'art? Alors, oui, en fait, ça va du coup pas, enfin, ce seront du coup pas des institutions, mais plutôt des personnes. Je pense aux conservateurs de musées, aux critiques d'art, qui ont encore une très grande importance sur le marché, et à ce qu'on appelle maintenant les curateurs, donc qui sont à la fois un peu critiques, organisateurs, enfin commissaires d'exposition pour les grands musées, etc. Les curateurs sont extrêmement importants dans le marché. Un grand curateur comme par exemple Hans Ulrich Olbricht, c'est quelqu'un qui fait et qui défait des grands artistes dans le monde entier à travers des expositions à la Tate Moderne, au Guggenheim. Donc, en fait, ce ne sont que des interdépendances. C'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Un curateur a besoin d'un grand musée et d'un galeriste pour trouver ses artistes, et l'artiste a besoin de son galeriste, d'un curateur et d'un grand musée et d'une fondation. Bref. Tout ça fonctionne vraiment ensemble, donc il n'y a pas d'opposition des parties entre eux, il y a plutôt justement des synergies qui se créent autour d'artistes. Et oui, je dirais qu'en plus des institutions publiques, des fondations privées, des galeristes et des grands artistes qui parfois aussi protègent des plus jeunes artistes. Par exemple, l'artiste Takashi Murakami a monté une galerie qui s'appelle Kaikai Kiki au Japon, dans laquelle il protège, en fait, il a tout un tas de jeunes protégés de la scène émergente japonaise, et il se définit lui-même comme mécène et comme encadrant de ces artistes-là. Donc, des très grands artistes, des curateurs, des grands collectionneurs, des institutions publiques et privées. Je dirais que ce sont les acteurs qui influencent le plus le marché. Si ça peut répondre si ça répond à votre question, vous me dites. Sinon, c'est pas précisé. Peut-être, pour rebondir sur cette question, est-ce que vous avez l'impression, Manon, que le rôle des critiques d'art déclinerait sur le passé récent? Moi, si je me souviens bien, dans la trajectoire, par exemple, de Daniel Templon, qui depuis 50 ans est un galériste réputé à la maille nationale française, on va dire ça comme ça, même s'il avait rencontré Léo Castelli, au début de sa carrière, il a été très propulsé par des critiques qui étaient très connues à l'époque. On a l'impression aujourd'hui que le rôle des critiques d'art est plus limité, la taille des billets qui sont autorisés à faire est relativement petite. Ils ne peuvent pas faire un billet sans que le rédacteur en chef leur ait demandé de le faire, donc ils ne le font que sur des grandes expositions. Qu'est-ce que ça vous suggère? Alors, pour vous répondre, c'est qu'en fait, il y a juste un glissement du métier. Je ne pense pas que la presse écrite, comme en fait dans tous les milieux possibles, la presse écrite s'effondre un peu. Il reste quelques revues spécialisées qui sont lues quand même globalement que par des gens qui sont très, très, très inscrits dans le milieu. Aujourd'hui, les critiques n'ont jamais été aussi importants qu'avant, et ces critiques sont un peu devenus les curateurs, c'est-à-dire qu'ils font les choses ensemble. Et par ailleurs, on voit l'émergence sur les réseaux sociaux de blogueurs d'art. Je pense à une femme en particulier qui s'appelle Jerry Gogosian, qui est extrêmement connue maintenant, et qui est vraiment, vraiment le néo-critique, comme on pouvait en voir dans les salons du 19e, arpenter les salons des refusés et les salons officiels de Napoléon III, comme Baudelaire aurait pu le faire, écrivant des billets ou sarcastiques sur un artiste ou dithyrambique sur un autre. Cette femme, Jerry Gogosian, elle est en train, je pense, de révolutionner plutôt de revenir aux sources de la critique, et en draguant un public beaucoup plus large, et avec ça en restant très intelligente et très profonde. On peut suivre ces mèmes sur Instagram et juste rigoler en voyant quelques images défiler qui sont très critiques sur le marché, etc. On peut aussi aller s'inscrire à sa newsletter qui est extrêmement complète, où elle fait une fois par semaine, soit une critique d'art, soit le bilan d'une foire d'art contemporain. Voilà. Donc, ça existe encore, c'est même en train de revenir à la mode, je dirais. Le glissement, c'est juste que la presse écrite traditionnelle est en train de s'effondrer dans tous les domaines différents. Voilà. Alors, je vous l'écris sur le chat. Allez voir parce que c'est assez amusant. Par ailleurs, je pense quand même qu'elle s'adresse à un public de gens qui sont assez connaisseurs du marché. Donc, il peut y avoir certaines blagues qui vous échappent, on va dire. Mais elle est très intelligente et elle fait un très beau travail de critique. C'est une Américaine qui est même issue du monde des galeries et qui, par ailleurs, recense aussi des comportements malsains de certains galeristes, qui recensent les problématiques un peu,
comment dire, les excès du marché de l'art. Voilà, donc elle résume tout un tas de situations qui ont à voir avec le marché. Alors, j'ai une autre question qui vient d'arriver sur le chat. Que recommanderiez-vous à un jeune artiste qui n'a pas fait de grande école d'art et qui voudrait juste vivre de son art sans forcément devenir un artiste émergent? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'artistes. Quand je parlais des galeries satellites et des artistes qui sont hors marché, ça ne veut pas dire que d'autres artistes ne peuvent pas très bien réussir et très bien gagner leur vie grâce à leur art. Moi, ce que je recommanderais, partant du principe que la démarche est purement économique et qu'on veut gagner de l'argent avec son travail, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais ce que je recommanderais, c'est un peu la tactique d'un Richard Orlinski. Richard Orlinski, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jet-settisé, il a commencé sa carrière en étant proche de footballeurs, d'acteurs de cinéma, en étant dans les bonnes soirées de Mykonos et de Saint-Tropez, en gros, hein, vraiment pour la faire courte. Il s'est créé une réputation dans ce milieu-là, et ensuite il a, bon, alors à mon sens, plagié le travail d'un très grand artiste qui s'appelle Xavier Veillant, mais il a quand même trouvé son petit truc. Il fait des sculptures à facettes de plus ou moins bon goût, hein, ça ne se discute pas. Et il a créé en fait lui-même sa propre galerie où il présente son propre travail. Il a des usines en Chine de fabrication de ces pièces qui sont pour les avoir vues près, de pas très bonne qualité, mais qui ont le mérite de se vendre extrêmement cher. Et par ailleurs, c'est un artiste qui n'existe pas du tout d'un point de vue institutionnel, mais il jouit d'une réputation extraordinaire en second marché puisqu'il est extrêmement bien vendu en vente aux enchères, puisque ces gorilles sont achetés par tous les membres du PSG pour plus de 500 000 €. Donc voilà, mon conseil, ce serait celui-là. Ce serait faites-vous connaître d'une manière ou d'une autre. Et après, vous pouvez plus ou moins faire n'importe quoi. Si vous avez réussi à filtrer un milieu qui est assez aisé pour vous suivre, ça devrait bien se passer. Mais il y a beaucoup de séduction. Beaucoup de séduction. Excellent. On pourrait durer effectivement longtemps cette conversation. Il est 14h. Comme je suis arrivé en retard, je prends la liberté de me présenter. Allez-y, Manon. Je me permets juste de répondre à une dernière question. Quel travail faites-vous de Xavier Veillant? Je me permets juste de répondre à ça. J'ai adoré travailler. J'ai travaillé pendant 3 ans avec Xavier Veillant en étroite collaboration puisque je gérais toutes les productions de ses pièces par le biais de la galerie Perrotin. Donc, toutes les nouvelles œuvres qui voyaient le jour et qui transitaient par Perrotin étaient produites par moi, en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour Xavier. Mais j'étais plus globalement ce qu'on appelle un artiste liaison. Donc, en fait, j'accompagnais tous les aspects de sa carrière. J'essayais de trouver pour lui des expositions de musées. Je faisais le lien entre lui et les collectionneurs. J'accompagnais la création de ses expositions de A à Z. J'ai énormément travaillé avec Xavier sur à peu près tout ce qui peut être collaboration avec un artiste. C'est resté quelqu'un avec qui je m'entends très bien et pour qui j'ai un respect immense. Voilà, si ça répond à votre question. Pardon Frédéric, je vous ai coupé. Non, sous le contrôle d'Amélie, je me proposais de conclure ce webinaire puisqu'il faut qu'on tienne un peu les horaires. Alors, je suis arrivé en retard, je vous prie de m'en excuser. Je suis Frédéric Bonan, je suis un peu l'alter ego, si tant est que ça soit possible, d'Amélie de Bria dans cet executive master gestion de patrimoine artistique privé où on a la joie d'accueillir Manon. Donc Pierre Guéraud, comme je vois que vous êtes intéressé par tout cela, ainsi que tous nos auditeurs, on attire votre attention sur cet Executive Master entre Dauphine Dauphine en collaboration étroite avec Christie's, qu'on ne présente plus, et qui forme. On a présenté en début de. Vous l'avez déjà fait. Voilà. Donc je rappelle, poum, on est en plein recrutement. Mais donc n'hésitez pas. La seule chose, effectivement, c'est que on est en fin de recrutement, donc il faut ceux qui veulent nous rejoindre, il faut venir vous manifester. Vous contacter à l'adresse qui vous a laissée, isabellepasquier@dauphine.psl. La candidature est assez simple, c'est CV, lettre de motive et entretien d'une 20aine de minutes à distance avec Amélie et moi. On en a fait une série hier. On est en train de constituer la promo. Il n'est pas trop tard, on vous encourage à le faire. Il y a de très beaux profils. Rejoignez-nous, c'est une très belle formation. Oui. Et vous voyez, Manon est enthousiaste de la formation. Je suis très enthousiaste. C'est la deuxième année. La prochaine présentation du master,
Non, on ne fait plus de réunion d'information. On a un round de recrutement encore le 10 décembre. Voilà. Voilà. Donc, le site présente pas mal les choses. Donc, allez voir le site. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on réponde à vos questions si besoin est. Alors, le plus simple, alors PC09, je ne sais pas qui nous écrit, mais les combien de places, on prend que des jambons et sympathiques, donc on élargit les places s'il faut. Le plus simple, cher monsieur ou chère madame, je ne sais pas, c'est de nous mettre un mail, ainsi qu'à Isabelle Pasquet. Je ne veux pas trop retenir les autres auditeurs. Pas mal d'informations sont sur le site. Isabelle Pasquet est notre très efficace assistante qui pourra… Christelle Grandin, ben voilà. Très bien, voilà. Welcome. Donc on attend votre inscription si vous n'êtes pas déjà, enfin votre candidature. Et puis voilà, Louise nous a mis le mail. Donc Christelle, on sera ravis d'échanger avec vous 20 minutes pour voir votre profil. Et Laurent aussi, on serait ravis, voilà, Laurent B. Donc très bien. Merci beaucoup pour ce webinaire qui était passionnant. J'avais pas trop d'inquiétude, mais ça s'est confirmé. Merci beaucoup, Manon. À Manon, effectivement. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, candidatez au master, comme ça vous pourrez parler avec Manon pendant des jours. ça on parle beaucoup. Écoutez, merci à tous de votre attention et j'étais très, très heureuse de participer à ce webinaire et j'espère à très bientôt pour la formation. Je serai absolument ravie de vous rencontrer en salle de classe, comme on dit.